On est contre toute intervention militaire occidentale, française en particulier, voire africaine, comme celle à CEDEAO dont on parle beaucoup, parce qu'on pense qu'elle mettrait le feu aux poudres ou à la poudrière ivoirienne. Et on veut, en sens inverse, laisser la chance à la paix, notamment les négociations qui se passent entre les deux camps, le camp Ouattara et le camp Gbagbo, via le nonce apostolique et l'église catholique, mais aussi d'autres formes de médiation, qu'elles soient traditionnelles ivoiriennes ou avec des médiateurs peut-être extérieurs. Et pourtant les deux camps semblent être inconciliables quand même. Oui, c'est ce qui arrive au début d'un conflit, et puis soit par usure, à force de violence et de sang, malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, mais au bout d'un moment, il y a des négociations. Alors c'est vrai qu'il y a des organismes comme la communauté San Egidio, qui est liée au Vatican, qui a joué ce rôle au Burundi et au Mozambique, mais c'est vrai aussi qu'il y a des institutions comme l'Église catholique en particulier qui peut jouer ce rôle. Ou bien, j'ai vu que M. de Villepin, qui est en partie responsable des accords de Marcoussis, s'est présenté implicitement comme médiateur. On peut envisager aussi des personnalités d'envergure. Je ne suis pas sûr qu'ils soient le mieux placés. Les intellectuels semblent décrier le travail de la presse internationale. Alors, vous n'êtes pas forcément concerné, mais moi je reviens d'Abidjan il y a 10 jours. Il y a une presse militante des deux camps, donc un certain pluralisme, paradoxalement, qui n'existe pas à la presse française, où RFI ou les trois grands journaux français en particulier sont sur une seule longueur d'onde. Gbagbo doit partir. Bon, mais nous, on propose qu'il y ait quand même des analyses un peu plus détaillées et pluralistes, et on essaie de faire un peu contrepoison à cette opinion médiatique qui est formatée. Et sans parler de complot, il faut dire que ça reproduit quand même la diplomatie du Quai d'Orsay et du régime en place à Paris. J'étais un des seuls à écrire un article que vous trouvez sur Internet, Politologie d'une rébellion en Côte d'Ivoire, donc une gouvernance par la violence. Ça veut dire que dans cette zone nord, effectivement, depuis 2002, il y a une violence gratuite et arbitraire. Il y a un seul média, Télé Rebelle ou Radio Rebelle, quel que soit son nom, et des chefs de guerre, des comzones, là, qui sont uniquement intéressés par les raquettes et le profit personnel. Ça veut dire qu'à mon sens, des élections pluralistes et libres ne peuvent pas s'y tenir, que c'était prématuré. Maintenant, je laisse aux Ivoiriens, à leurs institutions, CEI, Conseil constitutionnel, le soin de dire il faut invalider cette région nord. À ce moment-là, effectivement, Laurent Gbagbo est président, ou alors il faut l'accepter. À ce moment-là, Alassane Ouattara est le président légitime. En 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée. La nuit, on dormait. Et à la lumière de ce que nous avons découvert, c'était atroce. Des femmes violées, éventrées, des enfants égorgés, des gens torturés qui gardent jusqu'aujourd'hui les séquelles de ces tortures. Évidemment, les produits volés, les produits comment on appelle, agricoles, c'est-à-dire le café, le cacao, et acheminés vers le nord de la Côte d'Ivoire. Mais tout cela a créé une désolation qui a fait que des populations en masse ont quitté leur région d'origine et se sont agglutinées à Abidjan en se disant que Abidjan était le lieu de protection le mieux, puisque ces personnes-là ne pouvaient plus vivre dans leur région respective. Aujourd'hui, on est encore confronté à ça. Et dans l'esprit du président Gbagbo, qui a fait beaucoup de concessions tout au long de ces 8 années, il voulait absolument que ces populations connaissent enfin la paix. Et nous étions tous d'accord avec lui pour aller à différentes négociations, pour notamment accepter que M. Ouattara soit candidat, et puis pour organiser des élections. Vous avez appris que la Côte d'Ivoire a organisé des élections les plus chères au monde. Et on a accepté au début de ces élections beaucoup de choses, mais on s'est tué en se disant, on espère qu'à l'issue de ces élections, une fois pour toutes, la Côte d'Ivoire recupérerait sa paix, qui était peut-être factice à l'époque, mais une paix définitive. Malheureusement, vous êtes témoin de ce qui arrive aujourd'hui et il faut sortir définitivement de cette situation. Alors, dans ce conflit, on présente Alassane Ouattara comme la victime, oui, mais vous ne semblez pas cautionner quand même. Non, je ne cautionne pas, je vais vous dire, parce que pour moi, je ne sais pas si entre le 28 novembre 2010 et maintenant, où subitement toute la communauté internationale parle d'atrocités, etc., et je ne sais pas de quelle atrocité. Alors moi, entre 2002
jusqu'à ces élections, Alassane Ouattara est pour moi le parrain de la rébellion. Les rebelles l'ont dit, c'est pas moi qui le dis, vous savez que nous, on utilise les dires, les preuves des uns et des autres pour attester et pour confronter la personne qu'on accuse. Alors il y a eu beaucoup de dires, et les rebelles ont dit, nous avons pris l'exemple pour que Ouattara soit candidat, pour que Ouattara soit président. Ben écoutez, aujourd'hui quand Ouattara, on me dit qu'il est la victime, je ne sais pas, la victime de quoi? Il y a eu des élections, des observateurs ont constaté des faits de fraude en masse, des faits de violation, parce que aujourd'hui l'ONU dit qu'il y a eu 73 morts du côté du camp Alassane Ouattara, mais ils ne comptabilisent pas, malheureusement, quoi que ce soit un comptage macabre, ils ne comptabilisent pas les morts qui ont été occasionnés par les rebelles dans le Nord, parce que vous savez que les élections ont été faites pendant que les rebelles étaient encore en armes. On a obligé pratiquement Laurent Gbagbo à organiser des élections pendant que les gens étaient en armes. On a menacé et il a même senti à un moment donné que si les élections n'étaient pas organisées en octobre 2010, certainement qu'on lui aurait fait un coup d'État. Tant la pression était là, et puis on a vu des organisations de certaines sociétés civiles qui appelaient à ces élections-là, mais sans que l'ONU ne puisse une seule fois demander à la rébellion de désarmer. Alors on organise des élections pendant que les gens sont en armes. Les gens vont voter avec la Kalachnikov à la tempe. Mais il est évident qu'on a dénié à ces personnes-là leur droit démocratique de choisir librement le candidat de leur choix. Et ça, on n'en parle pas assez. Mais nous avons des preuves. Alors c'est pour ça qu'on dit, quoi qu'on dise, quoi que l'opinion puisse dire, mais la vérité finira par éclater. Parce qu'on a menacé Gbagbo de CPI, etc. Mais je peux vous dire, et ça c'est très important à retenir, que même la France et les États-Unis n'ont accepté la compétence de la Cour pénale internationale. Mais par contre, sous Laurent Gbagbo, c'est-à-dire juste après son élection en 2000, quoiqu'il ait été attaqué, etc., il a autorisé l'Assemblée nationale à accepter la compétence de la CPI. Aujourd'hui, alors un homme qui se comporte comme ça, alors c'est à lui qu'on dit oui mais tu es menacé de CPI, mais il est d'accord et il dit je suis à l'aise quand on me parle de CPI, parce que alors à ce moment-là je pourrais brandir les preuves. Mais je peux vous dire, cher monsieur, que les preuves il y en a. Moi tout au long de 2000 jusqu'à ce jour, nous avons des films, nous avons des photos, et aujourd'hui la France, je crois, ne peut pas se sentir à l'aise en allant demander au Conseil de sécurité d'actionner par exemple M. Ocampo pour poursuivre Laurent Gbagbo et autres, parce qu'elle-même, on lui poserait la question de savoir mais pourquoi tu as refusé la compétence obligatoire de la CIJ, pourquoi tu as refusé la compétence de la Cour pénale internationale. C'est ça le paradoxe. Mais je crois que nous avons un Dieu de justice, et c'est sur ce Dieu que Gbagbo est adossé, et c'est en ce Dieu qu'il fait confiance, et c'est pour ça qu'il dit toujours moi je suis de bonne foi, qu'on me dise qu'est-ce qu'on me reproche, pourquoi on ne veut pas de moi. Mais c'est à eux de dire pourquoi ils ne veulent pas de Gbagbo Laurent, mais nous on ne le dira pas assez. Il y avait un désarmement qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Les élections ont-elles pu se tenir dans le Nord? Est-ce que les candidats ont pu y aller? Non. Et organisées et orchestrées par où et de qui? Et moi qui vais 3 fois par an au Burkina, je peux dire que dans des régions comme Dano ou autres, les gens souffrent parce qu'eux-mêmes, lorsqu'ils allaient sur Bouaké, se faisaient racketter, etc. Donc il y a énormément d'éléments. En tant qu'intellectuel, il faut analyser tout cela. Aujourd'hui, on a voulu cette rencontre pour dire, on va prendre les intellectuels que nous sommes, on va essayer de prendre une position pour dire, quittons le langage monolithique tel qu'il a été orchestré en France dans les médias, et c'est vrai qu'en regardant toutes les chaînes, j'ai passé un nombre d'heures considérable en voyant toujours un discours uniforme, et y compris dans les grands médias français qui portent même des titres de liberté. Eh bien, il n'y a pas eu vraiment une écoute large. Eh bien, nous souhaitons, c'est qu'à partir de cette réunion, on avance précisément dans une écoute plus large, et c'est vrai que je partage la position de Michel Galli ou de Malik et de ceux qui ont signé, Ziegler et autres, c'est Jean Ziegler, oui, c'est de dire les Ivoiriens et le dialogue
peut encore avancer. Maintenant, on ne va pas dire la solution. Quand on dit si Laurent Gbagbo se retirait, je trouve qu'il faut aller revoir les élections, il faut revoir comment ça s'est fait, il faut accepter de reposer le problème. Et non pas faire que l'ONU vienne prendre un candidat ou un commissaire de commission soi-disant électorale qui va, dans un parti, désigner le candidat. Vous avez vu ça en France? Imaginez qu'on ait ça. On n'a pas vu ça nulle part dans le monde et d'un seul coup. Voilà. Donc c'est devant tous ces faits-là qu'on dit, en tant qu'intellectuels, asseyons-nous, discutons, avançons, mais il faut absolument que les intellectuels, que les chercheurs, que tous les citoyens et que la société civile puissent un jour faire le poids par rapport aux puissances économiques, financières ou armées, car c'est vrai qu'il y en a qui ont intérêt au conflit, car les armes qui circulent en Afrique aussi gaillardement partout, il y a quand même des gens qui s'y retrouvent. Et on parle de la République démocratique du Congo, quand on voit les milliards qui s'échappent et quand on voit l'organisation même, il y a vraiment trop de gens qui ont intérêt à maintenir toujours les conflits. Ce n'est pas les morts qui les intéressent, c'est l'argent qu'on peut se faire derrière et la puissance qu'on peut en avoir. Donc c'est tous ces travaux-là, nous, on est, j'allais dire, le premier groupe, c'est qu'on espère que ça va avancer. Par exemple, ce matin, j'ai eu des informations sur Yaoundé, Douala, où il y a des groupes qui travaillent dans le même sens, et des jeunes qui disent, c'est quand même un rapport de force qui est en train de se faire entre les puissances internationales, ce magnat de communauté internationale, mais où les intérêts derrière sont énormes, et puis une autre conception de la relation avec l'Afrique et de prise en main aussi des jeunes générations qui arrivent et qui veulent des rapports différents. Donc c'est un peu tout cela. On ne peut pas synthétiser en 5 minutes. Je crois qu'on va mettre un point final. Merci d'être venu. C'est une rencontre, il y en aura d'autres, et on mettra même au Lucernaire une salle à disposition pour qu'il y ait des rencontres de discussion.